La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et puis bienvenue dans notre émission Grand Angle. Alors, comme d'habitude, on dit toujours bonjour l'Afrique et paix à l'Afrique. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder avec mes deux compères Zine Cherfaoui qui s'est mis à gauche. Zine Cherfaoui n'a pas encore trouvé sa couleur politique. Donc, une fois à gauche, une fois à droite. Et voilà, c'est Zine, c'est lui. Et puis, il y a à partir d'Oran, cette belle ville d'Oran, le docteur Ahmed Ben Saada, que je salue. Bonjour, docteur Ahmed Ben Saada. Alors, bonjour Mediouni, bonjour l'Afrique. Merci. Et Zine, il est là, hein, si jamais tu m'as pas entendu. Hein. Bonjour, monsieur Ben Saada. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va aborder deux thématiques. D'abord, l'actu, c'est tout à fait normal, on ne peut pas passer à côté. C'est ce génocide en cours à Gaza, cette extermination de population à Gaza, dans l'indifférence totale du monde entier, mis à part quelques États qui ont le courage d'exprimer leur indignation. Je parlerai de certains États d'Amérique latine, comme je parlerai aussi de certains pays, même des pays d'Afrique. Je parlerai de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye. Et justement, le problème, c'est est-ce que cette guerre d'extermination n'aura pas des répercussions ou un prolongement justement sur le continent africain, parce qu'on connaît la tentative des sionistes de s'immiscer dans les affaires africaines, avec le Merzen qui a essayé de les introduire comme observateurs à l'Union africaine. Heureusement que des pays africains, d'ailleurs j'ai oublié de citer l'Afrique du Sud, quel courage ce pays, le pays de Mandela. Mais justement, ces Africains qui ont souffert de l'apartheid, de la discrimination, de la déportation, des négriers, comment ça se fait que ces pays africains ne se réveillent pas aujourd'hui pour faire bloc face au génocide et pour dénoncer justement la présence sioniste sur le continent africain? Nous allons aborder tout ça, mais au début, on va parler du Mali. Ce Mali qui se reconstruit, ce Mali qui construit une armée qui monte en puissance. Et cette armée, elle a obtenu des résultats probants, justement, cette semaine, reconnus même par la Fédération de Russie. Vladimir Poutine en parlait, comme le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, sur justement la qualité de l'opération qui a été menée sur Kidal. Et Kidal, on sait que la France, elle a toujours essayé d'installer des groupes terroristes dans cette région. Et l'armée malienne, les FAMA, sont arrivés à nettoyer cette région. Et ça fait partie du processus pour préparer les élections présidentielles, puisque l'un des critères, c'est que le Mali soit maître de tout son territoire pour permettre à chaque Malien de donner sa voix, d'exprimer sa voix. Et c'est ça, justement, les principes des droits de l'homme. Ils sont en Afrique, pas en Europe, pas à Gaza, pas chez les sionistes. Alors, d'abord, je laisserai, pour ce qui est du Mali et cette opération de qualité, d'abord, je voudrais vous faire écouter, si vous permettez, mes deux amis, la déclaration du ministre malien des Affaires étrangères aux Nations Unies quand il accuse la France de choses très graves et que malgré tout ça, le Conseil de sécurité qui a été saisi n'a jamais répondu à la plainte malienne. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, je vous laisse la parole. Vous êtes à Oran. Je préfère qu'on ait une belle voix à partir d'une belle ville, Oran.
Zine Cherfaoui, il est avec moi, on sait que hein, je lui laisserai d'abord le temps de choisir sa couleur politique. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, à vous. Alors, c'est vrai qu'actuellement, l'actualité est complètement dominée par la sauvagerie, tout ce qui est assassinat de masse, tout ce qui est nettoyage ethnique, épuration ethnique, crimes contre l'humanité que Israël est en train d'appliquer justement à la bande de Gaza sur des populations civiles. Mais il y a aussi une actualité africaine qui passe en seconde zone dans les médias, et c'est tout à fait normal vu l'ampleur des massacres israéliens, l'ampleur de cette politique de génocidaire appliquée par un État, l'État sioniste. Mais il faut dire que, en fait, le Mali, petit à petit, essaye de recouvrer l'entièreté de son territoire et d'essayer de faire aussi le nettoyage au niveau de ses frontières nord. Et je trouve très intéressant, surtout que ça se passe justement après le départ des forces françaises, après et en même temps que le départ aussi de la MINUSMA qui va bientôt avoir lieu. Donc, tout ce qui se passe actuellement dans le Nord Mali plaide en faveur de ce renouveau politique au niveau de ce pays frère, de ce pays limitrophe, de ce pays avec lequel on a énormément de relations et qu'on espère qu'il vivra dans la paix pour les décennies à venir. Merci, docteur Ahmed Ben Saada. Je poserai la même question aussi à mon ami Zine Cherfaoui, mais je lui dirai tout simplement, il y a actuellement tout ce problème de Gaza, c'est un problème d'injustice, c'est un problème de 2 poids 2 mesures. Donc, certains coups d'État en Afrique n'ont pas été sanctionnés, si vous voulez, de la même façon que pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Dans une période, je me rappelle du Mali, dans une période très difficile, c'était le Covid, et les sanctions économiques appliquées par la CEDEAO ont été pratiquement catastrophiques pour ce pays, surtout en pleine période de Covid-19. Donc la justice africaine a été saisie, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de levée des sanctions contre ces 3 pays. Est-ce que l'Afrique peut se permettre encore de l'injustice dans son continent? Bonjour aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM. Oui, ce qui se produit actuellement à Gaza depuis 45 jours nous renseigne que les relations internationales sont régies malheureusement par la loi de la jungle. En fait, tout le discours sur la légalité internationale, tout le discours sur les valeurs, tout le discours, vous savez, les valeurs de l'ONU sont calquées un peu sur la charte universelle des droits de l'homme. Eh bien, tous ces discours-là sur ces valeurs-là, aujourd'hui, sont caduques parce qu'on découvre que ce qui se produit à Gaza montre que les puissances ne sont pas mues par un désir de mettre en place ou de faire respecter la légalité internationale, mais uniquement pour couvrir d'un voile d'impunité ce que commet les massacres que commet Israël ou l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Alors, s'agissant de l'Afrique, moi je pense que ce qui se produit actuellement au Mali était prévisible. Je m'explique. Depuis le référendum sur la constitution du 23 juin, lorsqu'on jette un coup d'œil sur la nouvelle constitution malienne, on se rend compte qu'elle ne prend pas en ligne de compte les recommandations de l'accord d'Alger.
qui a été conclu en 2015 et qui était censé réconcilier les groupes rebelles du nord malien avec l'autorité centrale à Bamako. Et cet accord d'Alger, si vous voulez, était une feuille de route justement pour faire en sorte que les choses se normalisent. Donc cette nouvelle constitution du 23 juin 2023 ne contient pas donc ces recommandations. Donc il était clair depuis le mois de juin que Bamako voulait reprendre d'autorité la ville de Kidal qui était sous le contrôle des groupes rebelles. Bon, maintenant la chose a été faite, donc l'armée est présente. Non mais Monsieur Zinchfaoui, si vous permettez, des informations confirmées par l'ensemble des observateurs de la scène malienne. D'abord, il y a les rebelles, du moins le SEMA du Touareg, qui a fait une récente déclaration pour rejoindre les accords d'Alger et dire que seuls les accords d'Alger peuvent constituer une base de travail pour une sortie de crise pacifique. Mais ce qui a été repris à Kidal, c'est des installations qui ont été prises par des groupes terroristes. D'accord. Donc on fait pas, on doit faire la différence entre ce qui est terrorisme et ce qui est revendication politique. C'est pas la même chose. Apparemment pour Bamako, Bamako a cette propension à mettre un peu tout le monde dans le même sac. Alors le mot terrorisme recoupe à la fois alors le mot terroriste recouvre à la fois les groupes terroristes armés et les groupes rebelles, mais le problème n'est pas là. Donc l'armée malienne a légitimement repris sa position à Kidal, position de laquelle elle avait été chassée en 2014. Aujourd'hui, pour éviter que le Mali ne retombe un peu dans le scénario qui était celui de 2013. Et moi, je pense que c'est une revendication aussi de tous les partis maliens. Et il est important que les autorités à Bamako maintenant enclenchent un dialogue avec les anciens groupes rebelles aujourd'hui réunis autour du CSP-PSD. Assemblage de groupes qui contient aussi la coordination des mouvements de l'Azawad et essaye de donner une chance aux politiques pour éviter justement que la situation ne se dégrade. Je rappelle que l'armée malienne a pris position à Kidal, donc elle est actuellement maître de Kidal, et les groupes rebelles sont à l'extérieur de Kidal. Aujourd'hui, l'enjeu est d'éviter que, justement, il y ait de nouveaux affrontements, à l'avenir des affrontements entre l'armée malienne et les anciens groupes rebelles. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine, un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Justement, sur cette analyse, moi, mon seul souhait, c'est que les autorités maliennes, le peuple malien, fait passer d'abord l'intérêt du Mali et du peuple malien avant toute autre considération un peu égoïste. C'est ça les politiques, justement. Et surtout qu'il y a infiltration de certaines puissances, telles que l'État sioniste, qui essaie de mettre pied en Afrique. Et que quand vous me dites le problème des accords d'Alger, ça a été saboté par les Français, par les sionistes. Personne ne voulait que le Mali sorte indemne par une solution pacifique, alors que l'accord d'Alger a été inclusif de toutes les parties. Il a pris en compte l'aspect général de la crise malienne sur le plan culturel, ethnique, politique et social. Donc il n'était pas normal que cet accord n'aboutisse pas, mais il y avait des puissances étrangères et on va en parler. Justement, alors, Dr Ahmed Ben Saada, pour l'entité sioniste, l'entité sioniste qui se dit un peuple élu. Est-ce qu'un peuple élu peut avoir des relations équitables, d'égal à égal avec d'autres nations? Alors, il faut revenir à l'histoire. Donc, disons que les relations entre l'entité sioniste et l'Afrique est passée par 3 étapes. Une étape qui est avant 1973. Il y avait une très bonne concorde, disons, entre cet État et les pays africains. Israël avait des relations avec 33 pays.
africains et a développé avec certains vraiment des relations très poussées. Les relations se sont détériorées après la guerre de 1973 et disons entre 1973 et 1993, qui est en fait la date des accords d'Oslo, il y a eu la rupture des relations diplomatiques avec un très grand nombre de pays africains. On cite à peu près 22 pays africains qui ont coupé leurs relations, qui ont rompu leurs relations diplomatiques après, entre 1973 et 1993. Mais après les accords d'Oslo, ces fallacieux accords d'Oslo, donc on sait c'est quoi ces accords d'Oslo, à quoi ça a mené, un très grand nombre de pays africains a établi des relations. On compte aujourd'hui 46 pays des 54 pays africains qui ont des relations africaines. La seule chose c'est que qu'il faut noter, c'est que avant 1973, Israël avait une trentaine de représentations diplomatiques en Afrique, alors que maintenant, elle a une dizaine d'ambassades actuellement. Donc, à peu près le tiers. Mais ce qu'il faut noter, et là, plusieurs journaux occidentaux ont mentionné que, en fait, même si de nombreux chefs d'État africains ont des relations diplomatiques et économiques avec Israël, le soutien politique populaire est complètement absent. Et donc, nous avons vu la réaction de l'Afrique. Il y a eu pas mal de manifestations. Par exemple, des manifestations qui ont été pro-palestiniennes. On a vu des manifestations au Sénégal. On a vu au Nigeria, en Afrique du Sud, au Tchad. Et aussi bizarrement que ça, et étonnamment que ça, au Ghana. Je rappelle que le Ghana est un soutien de l'entité sioniste et qu'elle a de très fortes relations diplomatiques, militaires. Je rappelle que les pilotes ghanéens sont formés par les Israéliens. Et je rappelle aussi qu'en 2021, c'est le Maroc et le Ghana qui ont essayé de faire obtenir à Israël un statut d'observateur à l'Union africaine. Et sans justement le travail de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, ça aurait été fait. Donc, qu'on voit des manifestations pro-palestiniennes au Ghana, c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez intéressant. Ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que l'Afrique, elle a certains présidents, certains dirigeants africains ont des relations avec Israël, mais la population ne suit pas. Je pourrais, par exemple, citer quelques exemples. Par exemple, vous avez en 2009, lors de l'opération Plan Durci sur Gaza, il y a eu, je vous rappelle qu'il y avait eu 1400 morts palestiniens. La majorité des pays africains ont voté pour une création d'une commission d'enquête dirigée par un juge sud-africain. Et à ce vote-là, il y a eu 8 abstentions et 8 absents. Donc, l'Afrique, en général, l'Afrique a voté pour la création de cette commission. Par exemple, vous avez en 2018, lorsque les États-Unis ont demandé la condamnation de Hamas à la suite de lancement de roquettes, seuls 7 pays sur 54 ont voté pour, et les 7 pays, c'est toujours les mêmes, c'est le Ghana, c'est le Cameroun, c'est le Rwanda, le Soudan du Sud, etc. Donc, vous avez certains pays qui sont des alliés stratégiques inconditionnels de l'État d'Israël, mais que leur population ne suit pas. Et moi, la question que je pose à ces pays qui ont des relations avec Israël, ce pays qui se targue d'être dépositaire d'une armée consciencieuse, etc., et qui est en train d'exterminer le peuple palestinien, je me demande
si, en cas de conflit, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec les pays africains. Je rappelle que le grand problème des Israéliens, c'est que dans leur subconscient, ils pensent qu'ils sont élus de Dieu, ils pensent que la terre de Palestine leur appartient et qu'elle a été donnée par Dieu, et ils pensent que tous les autres doivent être leurs serviteurs. Donc, on donne ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est, à mon avis, ça serait très intéressant de voir si on retrouve pas la même configuration qu'on avait en 1973, lorsque la plupart des pays africains ont rompu leurs relations ou ont revu leurs relations avec l'État sioniste. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. On prend l'Afrique du Sud, on prend le Tchad, qui a rappelé son chargé d'affaires. Ça va suivre parce que, d'ailleurs, je vous annonce, messieurs, mes deux frères, qu'aujourd'hui, par exemple, hier à Londres, c'est des policiers londoniens, plus de 2000 policiers officiers londoniens qui ont manifesté pour la Palestine. Cette montée en puissance des sociétés civiles dans le monde entier, on a vu en Australie, on a vu dans le monde entier, les universités américaines. L'Afrique ne peut pas rester justement loin de ce mouvement populaire qui est outré par les crimes abjects qui se déroulent actuellement sous les silences, avec le silence et la complicité des États ou bien des gouvernants, mais pas avec celui des peuples, parce que même, moi je fais toujours la différence entre Israéliens, Juifs et sionistes. Même en Israël, il y a un mouvement de la société civile qui est contre ce qui est en train de se passer par l'armée du Sahel. Moi, ma question maintenant à M. Zine Cherfaoui. Oui. Est-ce que, économiquement, l'Afrique qui est restée assez pauvre, est-ce qu'il n'y a pas des pressions économiques, justement, pour que certains pays arrivent à normaliser, à reconnaître? Ils ont même soutenu l'armée du Sahel dans son crime à Gaza. Oui, alors, juste en rajout à ce que vient de dire le docteur Ben Saada, c'est que l'Afrique généralement regarde la question palestinienne à travers le prisme de la Ligue arabe et à travers le prisme des Arabes de manière générale. Alors, après 1973, après 1967 et 1973, l'Afrique, dans sa grande majorité, les pays africains dans leur grande majorité, ont soutenu la cause palestinienne parce que ils ont considéré que ce que faisait l'entité sioniste en Palestine était un génocide, un crime un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Mais la position de l'Afrique a commencé à changer à partir du moment où les pays arabes ont commencé à normaliser un à un leurs relations avec l'entité sioniste. Alors ça a commencé avec l'Égypte durant les années 80 et ensuite avec la Jordanie après la signature des accords d'Oslo. Et maintenant, depuis 2020, vous avez un chapelet de pays arabes, à commencer par le Maroc, les Émirats, Bahreïn, le Soudan, qui ont normalisé un peu leurs relations avec... D'ailleurs, le Maroc, il a envoyé même un détachement militaire pour aider l'armée de Sahel à nettoyer Gaza. Absolument. Donc, et donc les pays africains, quand ils regardent les pays arabes normaliser leurs relations avec Israël, ils se disent nous ne pouvons pas être plus arabes que les Arabes. Et donc ça peut expliquer ça peut expliquer pourquoi à partir des accords d'Oslo, il y a beaucoup de pays africains, ils sont au nombre à peu près une bonne trentaine, presque une quarantaine, qui ont donc normalisé leurs relations avec Israël. Mais il n'empêche que lorsque l'on regarde, par exemple, le cas du Tchad, par exemple, qui a gelé ses relations diplomatiques récemment après le 7 octobre, donc avec Israël, on se rend compte aussi que l'Afrique est toujours sensible à la question palestinienne et cela peut se vérifier à travers la mobilisation des opinions publiques dans de nombreux pays africains. Donc l'Afrique, elle est solidaire, mais il incombe aussi à l'OLP, il incombe au Fatah, il incombe à l'autorité palestinienne de revenir travailler un peu les pays africains pour que cette solidarité africaine puisse s'exprimer davantage en direction des Palestiniens.
Donc c'est important parce que actuellement, effectivement, je rejoins entièrement ce que dit le docteur Ben Saada, ces 20-30 dernières années, Israël a beaucoup travaillé au corps les pays africains. Alors il y a de la diplomatie agricole. Les gens savent que les Israéliens développent des systèmes pour destinés à l'agriculture en milieu saharien. Donc ils font jouer cette carte. Mais il y a aussi le marché de la sécurité que les Israéliens ont commencé oui, c'est des armes, c'est la sécurité, c'est les logiciels. Vous avez vu ce que fait le Maroc avec le logiciel Pegasus. Ils espionnent tout le monde. Ouais. La protection des chefs d'État qui ne sont pas aimés par leur population. Absolument. Et Israël, elle sait que certains pays, vous l'avez dit tout à l'heure en milieu d'émission, elle sait que certains pays africains sont vulnérables, etc. Et donc, il joue sur cette vulnérabilité pour proposer des politiques, des matériels, des logiciels, etc. Et on se rend compte aussi que, il faut le dire, Israël a contribué à truquer plusieurs élections en Afrique. Donc, Israël est l'allié des dictateurs en Afrique. Cette boîte là qui est prête à si vous payez, on vous fait un coup d'État, on vous change la politique d'un pays, voilà. Exactement. Et donc, si l'Afrique ne prend pas conscience du danger que représente Israël sur le continent, moi je pense que Israël peut conduire l'Afrique vers le précipice. Donc aujourd'hui, la prise de conscience doit être forte et l'Afrique et les pays africains doivent très vite se reprendre en main. Merci Zine Sharfawi, nous arrivons au terme de cette émission. Alors il nous reste 30 secondes, je laisserai le mot de la fin au docteur Ahmed Ben Saada. Alors moi j'aimerais juste terminer avec une citation de notre héros africain, Nelson Mandela, qui a dit « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». Voilà. Eh bien, merci, je vous rejoins sur ça. Merci à vous deux de m'avoir accompagné, je vous remercie. Et puis, merci à nos auditeurs et auditrices. Et puis, bonjour l'Afrique et paix à l'Afrique. تنادي مع الصباح نتلمى نشرب لنا شاي ننسى ليه كل الجراح يفدي مليان بالوجع يذبح صوتي من النواح وبرضو ما حترجعي الدنيا من غيرك فقر طعم الفراق والله مر كاس الغدر يا يوم لسانك مشى طعم الفراق والله يوم الدموع كملا خلاص البيت وراك اصبع عبوس متذكرة يوم قلت لي عندي ليك اسمع عروس ما تدعى بنت يا جناي انا اللي بفتش ليك اكوس قالوا دين وعد
برضو ما بفيه وحقك لو دعيت كل العمر طعم الفراق والله يمر. كاس الغدر يا يوم لسانك مشى طعم الفراق والله كاس الغدر يا يوم الاحساقك مشى طعم الفراق والله